La question référendaire à notre émission en question ce soir. Ici Bernard Tremblay, Mesdames, Messieurs, bonsoir. À 8 jours du référendum, alors que nous sommes en plein dans le sprint de la campagne référendaire, nous vous proposons ce soir un débat d'1 heure portant sur l'enjeu de la question avec deux hommes politiques de la région de l'Est du Québec qui incarnent très bien les forces qui s'affrontent en ce moment. Il s'agit de M. Yves Bérubé, député du comté de Matane à l'Assemblée nationale, également ministre de l'Énergie et des Ressources, M. Pierre Debané, qui lui est député du comté de Matapédia-Matane aux communes et ministre de l'Expansion économique régionale. Les règles du jeu du débat de ce soir sont les suivantes. Nos deux députés ministres auront à répondre aux questions des journalistes en studio, soit Alain Charbonneau de Radio-Canada Rimouski et Jacques Auger de Radio-Canada Matane. Dans la dernière partie de l'émission, M. Bérubé et Debané entreprendront un débat d'1 heure portant sur la souveraineté, un débat ouvert portant sur la question de la souveraineté association. Mais tout d'abord, l'exposé de nos deux ministres. Monsieur, je vous rappelle que vous avez 4 minutes chacun. D'abord, Monsieur Bérubé, pourquoi les citoyens de l'Est du Québec devraient répondre oui à la question référendaire du 20 mai prochain? Moi, quand je pense au Canada, ce grand pays là, qui a été développé par mes ancêtres, je ne peux pas m'empêcher d'oublier qu'en 1870, le Nouveau-Brunswick a fermé nos écoles, nous a interdit de parler français dans nos écoles. Je ne peux pas m'empêcher d'oublier qu'en 1877, c'était l'île du Prince-Édouard qui a fait la même chose. Le Manitoba l'a fait, lui, en 1890. Pas en 1870, parce qu'à ce moment-là, on était majoritaire. Et forcément, ils ne pouvaient pas le faire. Mais en 1890, quand on est devenu minoritaire, ils l'ont fait. L'Alberta, 1900. L'Ontario, 1915. La Saskatchewan, 1930. En fait, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'à coup d'injustice, de politique fédérale souvent discriminatoire vis-à-vis des Québécois, on s'est fait sortir province par province. Et aujourd'hui, on est très minoritaire dans ces provinces. M. Debané disait à son discours au Parlement qu'il fallait dire non au Québec pour sauvegarder notre dignité. C'est vrai. On a toujours été très dignes. On n'a pas protesté beaucoup. Ça se passait loin de chez nous, puis on acceptait facilement ces injustices que subissaient nos compatriotes du reste du Canada. Et ça allait assez bien, finalement, au Québec auparavant. Tant et aussi longtemps que ça s'est passé loin de chez nous, si vous voulez, on n'a pas vraiment réagi. Mais on a fini par y goûter. Auparavant, le Québec, si vous voulez, il y avait deux classes. Il y avait les boss, il y avait nous autres. Et ça allait bien parce qu'il n'y avait pas de contestation. Les travailleurs n'aspiraient pas à être patrons, puis les patrons, eux autres, n'aspiraient pas à travailler. Alors ça allait pas mal, on s'entendait bien. Chacun tenait sa place dans sa société. Il n'y avait pas de syndicat, il n'y avait pas de contestation. On acceptait notre petit pain. Vous savez, l'erreur, c'est en 1955, quand on est allé chercher la moitié de nos impôts pour commencer à se donner un système d'éducation. Duplessis avait raison de le dire. L'éducation, c'est comme la boisson. Il y en a qui ne portent pas ça. Puis on a mal porté ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça nous a monté à la tête. On a commencé à se dire, pourquoi on ne se serait pas mettre chez nous? Pourquoi est-ce que nous aussi, on ne pourrait pas avoir des positions intéressantes à l'intérieur de la société québécoise? Bien, les boss canadiens ont compris. Ils ont compris que si on disait mettre chez nous, il y a quelqu'un qui est impliqué là-dedans, puis c'était peut-être eux autres. Et alors, ils ont commencé à se dire, dans les années 63, ben, on va plutôt s'en retourner chez nous, nous, les Canadiens. On va aller s'installer en Ontario, dans les maritimes. On leur vendra nos produits à partir de l'Ontario. On ne sera pas obligé de s'occuper de leur développement. Et on a vu le départ des sièges sociaux à partir de 1963, l'industrie pharmaceutique, la recherche. Qu'est-ce que fait un pays quand, à un moment donné, il se sent avalé par un autre peuple, une autre société autour de lui, plus forte, plus grosse que lui? Bien, d'abord, il dit, je vais prendre le contrôle de mes lois, de mes impôts, de mes relations extérieures, pour que je sois en mesure de me défendre moi-même. C'est ce que le Canada a fait en 1931 par le traité de Westminster, quand ils ont demandé d'avoir leur autonomie et d'entrer dans le Commonwealth, une sorte de marché commun. Si c'est bon pour les autres, est-ce que ça ne peut pas être bon pour nous autres aussi? C'est ça la question fondamentalement qu'il faut se poser. Ça veut dire qu'on va travailler encore avec les autres. On va toujours avoir besoin des autres. Il va falloir leur tendre la main et collaborer. Mais cette fois-là, dans un esprit de véritable égalité, dans un esprit de dignité, mais dignité bien comprise cette fois-là. On va acheter leurs produits. Il n'y aura pas de frontières. On aura la même monnaie, parce que c'est avantageux pour eux autres, c'est avantageux pour nous autres. Mais, essentiellement, ce qu'on va viser, c'est une nouvelle entente. Une nouvelle entente entre deux peuples, cette fois-ci. Une nouvelle entente qui est basée sur la vraie dignité, sur l'égalité, sur la capacité pour chacun des deux peuples
de contrôler son développement dans l'harmonie avec les autres. Alors, M. Bérubé, je vous remercie. Au tour maintenant de M. Debanné. Pourquoi, M. Debanné, les citoyens de l'Est du Québec devraient dire non à la question référendaire? À mon avis, les citoyens de l'Est du Québec doivent dire non pour la même raison que les citoyens de tout le Québec. Et je m'explique. Vous avez entendu tantôt M. Bérubé vous donner une histoire tronquée de ceux qui nous ont précédés. Essayez de baser sa décision d'aujourd'hui sur des injustices qui ont déjà été commises il y a 100 ans. Et je me dis, seulement cette façon de faire démontre la fragilité de toute son argumentation. Mais avant même que de regarder à l'avenir, puisque la meilleure façon de juger quelque chose, c'est de regarder ses fruits, c'est comme ça qu'on juge un arbre, regardons ce que le Parti québécois a essayé de faire depuis quelques années. L'histoire enregistrera que ce parti-là a causé des divisions dans notre peuple dont on ne surestimera jamais assez les dommages. Nous avions un nom, québécois. Ils ont essayé de nous le voler. Nous avions un drapeau. Ils ont essayé de nous le voler. Tous les parents envoyaient leurs enfants à l'école sans jamais se demander si, peu importe leurs options politiques, si les professeurs essaieraient de les amener dans une direction qui n'était pas celle des parents. Aujourd'hui, nous savons tous ce que cela veut dire. Ils ont même essayé de nous voler des sentiments qui sont aussi forts que la vie, que l'honneur, soit le patriotisme. Personnellement, comme chacun d'entre vous, je serais prêt à donner ma vie pour le Québec. Mais jamais, ça me viendrait même à l'esprit que je l'aime plus passionnément que chacune et chacun d'entre vous. Ils ont même essayé de récupérer des projets sur lesquels ils ont bavé durant des années, comme le projet de la baie James. Ce projet-là qu'ils ont critiqué de toute leur force. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui durant cette campagne? Ils essayent encore de nous le voler. Et quand je vois mon interlocuteur, M. Bérubé, à qui j'avais promis en 1976, le lendemain même de son élection, que je voudrais essayer de travailler avec lui. Et un jour arrivera la campagne du référendum où il faudra bien sûr, durant un mois, chacun dise à quelle valeur il loge. Quand je vois ce qu'il a fait depuis 4 ans dans la région ici, toutes ces énergies à essayer d'endoctriner la population au lieu de s'occuper des problèmes concrets de la population, allant jusqu'à attaquer les tribunaux, et comme disait le juge en chef de la Cour supérieure, le juge Deschênes, menacer un contribuable de la justice pénale, criminelle, pour avoir recours aux tribunaux. Et M. Bérubé qui nous dit dans sa chronique, dans La Voix gaspésienne, le oui au référendum va nous permettre de nous débarrasser de ces tribunaux dépassés qui empêchent les élus de faire ce qu'ils veulent. Cela a permis à Robert Descaries du Devoir d'écrire « Jamais un homme politique n'a poussé aussi loin le mépris, non seulement des tribunaux, mais surtout des assises sur lesquelles est fondé ce pays. » Et quand je le vois même aller jusqu'à dire qu'un non au référendum va entraîner la fuite des capitaux, que nous, les Québécois, nous sommes équivalents au noir de la Rhodésie, alors qu'en novembre, il y a à peine 3-4 mois, au moins M. Claude Morin, son collègue, disait « Nous vivons dans l'une des meilleures démocraties du monde. » Et 99% des pays, ce que nous faisons ici, dans 99% des pays, ce serait illégal. Baver sur le Canada, c'est très facile pour lui, mais je voudrais lui rappeler que tout ce que nous avons fait, ce Québec dont nous sommes tous très fiers aujourd'hui, ce Québec, tout ce qu'il a fait, il l'a fait à l'intérieur du régime fédéral. Alors, merci, M. Debanné. Nous allons maintenant passer aux questions de nos journalistes en studio. Je vous rappelle encore une fois que vous avez 2 minutes pour répondre à la question, si naturellement elle vous est adressée, et 60 secondes de droit de réplique pour l'autre. Une première question, Jacques Auger, à M. Bérubé. Oui, alors, M. Bérubé, tous les sondages indiquent jusqu'à maintenant qu'une bonne proportion des gens qui diront oui au référendum le soir du 20 mai le diront pour toutes sortes de motifs. C'est-à-dire que certains y diront oui pour créer un certain déblocage, d'autres diront oui pour indiquer une volonté de changement, mais pas nécessairement parce qu'ils adhèrent à la souveraineté association. Or, le mandat que vous avez
c'est pour négocier la souveraineté association, et surtout l'association, puisque vous avez déjà déclaré que la souveraineté n'était pas négociable. Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'il n'y a pas un fossé profond entre le sens du oui que les gens vous donneraient éventuellement et l'interprétation à donner au mandat que vous aurez? Non. Non, pour une raison bien simple. D'abord, certains vont effectivement, sans être nécessairement prêts à aller jusqu'à la souveraineté association, mais encore, c'est pas certain, vont dire « demandons-en plus si on va en avoir moins ». Alors que si, au contraire, on ne demande rien, si on dit non à toute demande du Québec, à ce moment-là, il n'y a pas de changement. Donc, pour énormément de Québécois, c'est extrêmement capital d'avoir une position forte du côté du Québec si on veut être capable d'amener un déblocage. On n'a qu'à regarder, par exemple, la façon que M. Trudeau vient de prendre pour balayer ce que M. Clark avait offert, le retour aux provinces de la juridiction sur leurs richesses naturelles souterraines, sous-marines. Également, la remise en cause de l'entente sur les loteries. C'est-à-dire qu'on fait face à un gouvernement qui s'est habitué avec les années à être de plus en plus centralisateur, en venant même à mépriser absolument tout ce qui peut être québécois. Et c'est d'ailleurs assez caractéristique dans le type de langage qu'utilise M. Debaney. On sent chez lui un profond mépris pour tout ce qui est québécois, pour tout ce qui est sa contrepartie au Québec, qui finalement n'est pas un plus mauvais bonhomme que lui, qui défend un idéal, et je ne vois pas pourquoi il m'injurie depuis un certain nombre de mois. Donc, ce qui me frappe là-dedans, c'est qu'il y en a qui vont vouloir un déblocage. Mais fermez-vous les yeux et dites-vous, posons l'hypothèse qu'on réussisse à négocier avec le reste du Canada, une nouvelle entente, basée cette fois-là sur l'égalité de deux peuples. Chacun des deux peuples étant assuré que l'autre ne pourra pas venir lui imposer sa volonté. Posons l'hypothèse que M. Trudeau n'est pas le gars boqué qu'on a toujours pensé, que le reste du Canada est également prêt à s'entendre, à négocier avec nous, et qu'on vous revienne après avec cette proposition-là. Bien, vous le savez, cette question-là a été posée de façon hypothétique, et c'est plus de 90% des Québécois qui seraient d'accord. En fait, beaucoup de Québécois pensent dire non parce qu'ils disent ça n'a quasiment pas de bon sens, c'est trop beau pour être vrai. Alors, la seule façon de le savoir, c'est de dire oui à un mandat de négocier, et là, on va voir justement si on n'est pas capable d'aller le chercher. Monsieur Debaney, vous voulez répliquer? Évidemment, si je devais croire ce que M. Bérubé disait, moi aussi, je dirais oui. Il dit bien sûr à M. Auger, ceux qui ne sont pas pour la souveraineté association peuvent également voter oui, parce que peut-être qu'ils veulent plus. Mais le malheur, c'est que ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que M. René Lévesque lui-même a dit que s'il obtient un oui majoritaire, il refusera de négocier sur d'autres bases que la souveraineté association. Or, lisons la question, qu'est-ce qu'elle dit? 100% des impôts, 100% des lois et un siège aux Nations unies. Où est la négociation possible? Si le Québec se satisfaisait de 99% des impôts, de 1% seulement des lois fédérales qui s'appliqueraient, ça ne sera plus l'indépendance. Si moi, j'offre ma voiture, je veux vendre ma voiture à M. Bérubé à 10 000 et qu'il m'offre 9 000, bien sûr qu'il y a marge de négociation. Mais lorsqu'on demande l'indépendance, il n'y a absolument aucune marge de négociation. Ou on est indépendant ou on ne l'est pas. Alain Charbonneau, une question à M. Debaney. Oui, M. Debaney. On nous laisse entendre dans les milieux fédéraux depuis un bout de temps qu'une victoire du non au référendum signifierait un oui à un fédéralisme renouvelé. Pourtant, le gouvernement central n'a pas encore tablé de propositions précises, globales. Le gouvernement central ne s'est pas engagé en profondeur sur le rapport Pépin-Robarts ou sur le livre beige des libéraux provinciaux ou sur d'autres documents d'autres provinces. Dans un nouveau Canada, M. Debaney, est-ce que le Québec serait une province comme les autres? Dans un nouveau Canada, le Québec serait avant tout le partenaire majeur et adulte dans ce nouveau Canada. Le Québec serait reconnu comme le foyer national des Canadiens d'expression française, dont près de 1 million sont à l'extérieur du Québec. Mais ce qu'il faut se mettre dans la tête, à mon avis, c'est qu'avant de construire la maison, il faut que tous les Canadiens décident, et en premier lieu à ce référendum, les Québécois, de décider si on veut faire une famille. Et ensuite, on la bâtira, la maison. Et à mon avis, la première condition pour qu'un système fédéral existe quelque part, c'est que les gens veuillent qu'il y en ait un. Bon. Et dans la mesure où les Québécois disent « oui, nous voulons faire partie du Canada », moi, comme tous les fédéralistes, nous disons « nous allons en faire partie à condition que cette nouvelle Constitution reconnaisse les principes fondamentaux sur lesquels nous voulons que le Canada de demain soit fondé. C'est-à-dire, premièrement, la primauté des droits
de l'individu. Deuxièmement, la reconnaissance des droits des deux peuples fondateurs et également de ceux qui étaient là avant nous. Troisièmement, le devoir du gouvernement fédéral de faire le partage des richesses. On ne peut pas vivre dans un même pays s'il n'y a pas un gouvernement national qui a le pouvoir de faire la redistribution des richesses entre les différentes régions. La nouvelle Constitution devrait y avoir moins de chevauchement, une division plus fonctionnelle entre les pouvoirs du gouvernement central et des gouvernements des provinces. Une nouvelle Constitution fédérale devrait permettre à chacune des régions, encore plus qu'aujourd'hui, si possible, de pouvoir assumer au maximum ses potentialités. Voilà les lignes de force. Mais avant de les discuter, encore faut-il savoir si on veut être une famille dans une maison, avant de commencer à construire la maison. M. Bérubé. Moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que nous allons être un peuple très majoritaire à l'intérieur du Canada, respecté. On regardez la population du Canada et du Québec. En bleu, c'est le Québec, c'est notre représentation en 1840, et en rouge, ce sont les anglophones. Vous voyez qu'en 1980, il y en a un qui prend des vitamines un petit peu plus que l'autre. Il grossit beaucoup plus rapidement. Et regardez en l'an 2000 ce qui va se produire. Nous serons à ce moment-là très nettement minoritaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que notre poids démographique va être de plus en plus faible. Et le Canada, qui est déjà un peuple anglophone, qui est déjà un peuple qui fonctionne en anglais, va être de moins en moins représentatif de nos besoins. Et quand on nous parle de redistribution de la richesse, bien, je n'ai qu'à regarder le passé, on a toujours 30 % de plus de chômage qu'ailleurs. Alors, on nous parle présentement d'un repatriement unilatéral que M. Trudeau a accepté au Parlement, dans le plus profond mépris de tout ce que les Québécois ont toujours défendu. Alors, si le Canada que l'on nous propose, c'est le Canada d'une majorité anglophone qui va finalement continuellement nous dominer et nous imposer sa volonté, mais ce n'est pas le genre de Canada que je désire. On pourra peut-être revenir là-dessus dans le débat ouvert. Pour l'instant, une question, Jacques Auger. M. Bérubé, il y a quelques semaines, M. Debarré vous proposait la création d'un fonds régional de développement où le fédéral était prêt éventuellement à investir 75 % des sommes utiles au développement régional. Il n'y avait pas de chiffre qui avait été avancé à ce moment-là, mais on parlait quand même d'une possibilité éventuellement, peut-être 1 milliard et plus. Vous avez rejeté l'offre en disant que c'était là une occasion pour le fédéral de faire une autre intrusion dans un champ de compétences provinciales. Ce faisant, est-ce que vous n'accréditez pas la critique que le gouvernement fédéral fait depuis 1976 à l'effet que vous êtes tout simplement de mauvaise foi? Voyez-vous, durant les derniers 30 mois du gouvernement Bourassa, on a signé avec le MIR à peu près 340 millions de dollars d'entente fédérale provinciale. Dans le premier 30 mois où nous avons été là, nous en avons signé pour au-delà d'1 milliard de dollars. Si nous n'avions pas été des négociateurs féroces, difficiles, croyez-vous qu'on aurait obtenu 3 fois plus que les libéraux ont obtenu? On se rend bien compte qu'il faut donc partir d'une position de force si on veut arriver à les faire bouger. Pourquoi s'est-on refusé à cette idée des ententes régionales? C'est que l'aménagement du territoire, le développement régional est une responsabilité fondamentale d'une province. Et c'est une responsabilité fondamentale du Québec. Jamais, quand il y a des projets intéressants, j'aimerais bien qu'on aborde, par exemple, des dossiers comme le sel des Îles-de-la-Madeleine, où ça en est du développement régional, comme le développement de l'industrie papetière, ça en est du développement régional, qu'on m'explique pourquoi on se barre les jambes. Moi, je n'ai jamais vu un projet économique intéressant qui pouvait être refusé par le gouvernement du Québec. Parce que ce qui nous manque, ce sont justement des projets. Il suffit à ce moment-là d'aller en entente ponctuelle et faire en sorte que chacun de ces projets-là soit financé par les deux niveaux de gouvernement. Ça ne pose aucun problème. Le danger de ces ententes dites régionales, c'est que là, on s'assoit, comme on a fait dans le passé, on essaie tant bien que mal d'imaginer toutes sortes de projets, mais comme les ministères sectoriels ne sont pas impliqués, on ne sait pas si les projets sont véritablement valables, on les met dans l'entente, et qu'est-ce qu'on découvre à la fin de l'entente? Qu'on n'a pas été capable de dépenser d'argent parce que c'était des projets qui étaient tirés en l'air, qui étaient plus ou moins raisonnables. Nous croyons davantage, nous, à des ententes sectorielles, où chaque ministère impliqué connaît bien le dossier, est capable de le faire avancer. Le plus bel exemple, c'est le sel des Îles-de-la-Madeleine, où on a investi 17 millions de dollars pour faire débloquer ce dossier-là. Et ça, c'est un bel exemple de l'effort que nous avons mis. Donc, nous sommes en ce moment capables de donner un coup de main. Je pourrais parler, par exemple, au projet de papeterie d'Amos. Je pourrais parler de 4 à 5 projets papetiers ici en Gaspésie. Ça, c'est du développement économique et ça, c'est drôlement intéressant. Monsieur Debanné. Quel patinage! Quel patinage! Quand je pense que M. Bérubé est en train de trahir ce que lui-même a dit dans la première conférence de presse qu'il a donnée le lendemain de son élection comme député dans la voie gaspésienne, où il a dit « Je me donne comme priorité
d'obtenir du gouvernement fédéral de signer une entente régionale. Et maintenant que je suis ministre, que je lui en offre une, qu'est-ce qu'il répond? Ah non, une entente régionale. Il dit, on est prêt à en signer avec Ottawa, puis on en a signé beaucoup. Mais pour le bas du fleuve, une entente régionale, il n'y en est pas question. Et il ose se présenter dans la ligne de la continuité du Québec, alors que la première entente régionale pour le bas du fleuve a été signée par M. Daniel Johnson. La deuxième entente a été signée par un premier ministre libéral, M. Bourassa. Et lui-même, le lendemain de son élection, dit « On va en avoir une, c'est ma priorité. » Et là que je lui en offre une, non, il préfère signer des ententes pour tout le Québec, mais un fonds de développement réservé à notre région, il dit non. Alain Charbonneau. À M. Debaney, la question. M. Debaney, lors de son passage aux îles de la Madeleine le 23 avril, le premier ministre du Québec, M. Lévesque, a publié le tableau suivant en ce qui a trait au ministère de l'Expansion économique et régionale que vous dirigez. Tableau qui dit qu'entre 69 et 76, il a été dépensé, investi par votre ministère en moyenne par habitant, 173 $ par année à l'île du Prince-Édouard, 95 à Terre-Neuve, 80 au Nouveau-Brunswick, 54 en Nouvelle-Écosse et 17 $ par capita au Québec. Est-ce que ce n'est pas là, M. Debaney, un argument en faveur des souverainistes qui réclament le rapatriement de tous les impôts au Québec? Vous savez, moi j'ai toujours honte quand je parle des statistiques parce qu'évidemment, on peut leur faire dire n'importe quoi. Et cette façon des péquistes de vouloir mettre les Québécois en opposition avec d'autres régions, ils vont un jour récolter ce qu'ils sont en train de semer. Parce qu'à un moment donné, les autres régions du Québec, eux aussi, toutes les régions du Québec vont commencer également à calculer ce qu'elles donnent puis ce qu'elles reçoivent de Québec. Et parfois, elles vont être scandalisées, et particulièrement la Gaspésie. Au sujet de mon ministère, je vous dirais seulement un mot. 40 du budget va à la province de Québec. Alors que le Québec participe pour à peine 21 aux revenus du gouvernement fédéral. Mais laissez-moi vous dire une chose. Personnellement, si je fais partie du Canada uniquement pour recevoir et pas pour aider ceux qui sont plus pauvres que moi, le revenu d'un Terre-Neuvien est à peine 60 de celui d'un Québécois, celui d'une personne de l'île du Prince-Édouard, qui n'a pas même pas la population de Trois-Rivières, est de 50 de celui du Québec. 60 du budget de l'île du Prince-Édouard provient du gouvernement fédéral, 60 c'est des régions beaucoup plus pauvres. Et essayer de prendre l'île du Prince-Édouard et dire que tout le Québec est l'île du Prince-Édouard, évidemment, c'est rire de la population. Moi, ce qui me scandalise plus, c'est lorsque le gouvernement fédéral met de l'argent à la disposition du gouvernement du Québec. Je pense, par exemple, à l'entente sur le tourisme que nous avons mis à la disposition du Québec. Il y a 11 millions pour la Gaspésie. Ça a été signé en avril 1978. À date, ils auraient dû, s'ils avaient suivi l'échéancier qui nous ont promis de dépenser au moins 2 millions, à date, ils ont dépensé à peine 500 000 $. Même des fonds qui sont là à leur disposition pour le bas du fleuve. M. Bérubé. J'aime beaucoup entendre M. Debaney dans son intervention parce qu'il nous cite une série de chiffres qui sont évidemment impossibles à vérifier. Mais moi, j'ai autre chose. J'ai des découpures de journaux. J'ai M. Grafty s'engage à donner au Québec sa part de la recherche scientifique. Concernant le contrat de fourniture, M. Debaney a été ministre de l'Approvisionnement et Services. La Salle approuve René Lévesque et dit que le Québec a été traité de façon indécente par le gouvernement, par son ministère dans le passé. Je vois, le Québec n'a pas reçu sa part de fonds au développement régional. C'est M. McKay. Il y a une étude commandée par M. Trudeau en 1977 qui blâmait l'attitude fédérale dans ses relations entre le Québec et Ottawa. Et une dizaine d'autres études ont été gardées secrètes par M. Jarvis. En d'autres termes, M. Debaney nous a déjà défendus. C'est dommage qu'au milieu de ce débat, on oublie de défendre encore le Québec à Ottawa. Oui. Alain Charbonneau, une question à M. Bérubé. Oui, à M. Bérubé. Vous avez déploré tout à l'heure, M. Bérubé, le manque de projets qui vient sur le territoire québécois. Il y a 14 000 personnes qui ont signé une pétition réclamant une papeterie dans la vallée de la Matapédia. Votre gouvernement là-dessus est encore au stade des études. Mais de votre part, il n'y a pas eu aucun engagement personnel à ce que ce soit dans la vallée. Le fédéral, lui, s'est engagé à payer la différence du coût d'implantation. Est-ce que ça prend, M. Bérubé, la concurrence de 2 niveaux de gouvernement pour faire débloquer des dossiers de développement régionaux? Non. Ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est que tous les projets moteurs de développement économique en Gaspésie, que ce soit carbonate de soude, projet papetier dans la vallée, celle des îles, relance de l'industrie papetière, sont tous des dossiers qui ont été menés par le gouvernement du Québec. Dans le cas du dossier de la vallée,
C'est indéniable que, comme engagement, nous l'avons pris dès le début, puisque quand le syndicat n'a pas été capable de mener à bien son projet, c'est nous qui l'avons financé, c'est pas Ottawa, c'est nous qui avons pris la relève. Et il y a présentement un comité sur lequel siègent des gens de la vallée, des commissaires industriels, des gens du syndicat des producteurs de bois. Ce sont eux qui commandent les études, ce sont eux qui examinent les résultats des études, et ce sont eux qui vont me faire des recommandations. Or, j'ai peut-être un peu trop de respect pour mes compatriotes de la Gaspésie pour vouloir me mettre au-dessus d'eux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un journaliste m'a posé une question concernant le projet de la papeterie, j'ai toujours dit, lorsque j'aurai en main des recommandations par les gens du milieu, et je n'ai pas, d'une façon autocratique, à travers la bureaucratie gouvernementale, tenté de mener ce projet-là. Vous reconnaîtrez avec moi que c'est des gens comme M. Cassista, c'est des gens comme M. Lavoie, c'est des gens comme le commissaire industriel de la Vallée, le gérant de caisse populaire de Val-Brillant, qui siègent sur cette société d'implantation de la Vallée. Ils sont la majorité sur le comité directeur, ils ont 3 postes sur 5, et ce sont eux qui commandent les études. Alors, si moi, je ne me suis pas engagé politiquement, c'est que je n'aime pas faire de politique avec les espoirs des gens. Je ne sais pas quelle va être la recommandation qu'ils vont me faire suite à leurs études. Si la recommandation est positive et que l'on doit aller dans la vallée de la Vadia, je vais en être que trop content parce que depuis le début, avec Léopold Marquis, on travaille sur ce dossier-là. On a mis l'argent, on a mis au-delà maintenant d'1,5 million de dollars. Ce projet-là risquait de ne pas aboutir parce qu'on n'a pas trouvé assez de bois sur la forêt privée. On s'est organisé pour en trouver sur la forêt publique. Il n'avait pas assez d'argent pour mener les études de rentabilité. Alors, on a financé des études de rentabilité pour le faire. Présentement, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer tous les journalistes. Je leur ai montré tout l'échéancier que nous suivons. Ils ont été à même de constater que je n'apparais absolument pas dans le portrait, si ce n'est à la fin, lorsque le comité directeur me fera une recommandation. Il faut respecter nos compatriotes de la Gaspésie. C'est un dossier qu'ils ont monté eux-mêmes et qu'ils mènent à bien et qu'ils nous font des recommandations. Mais le gouvernement du Québec sera là. Je ne sais pas si Ottawa sera aussi rapide. M. Bérubé, je regrette, vos 2 minutes sont écoulées. M. Debaney? C'est incroyable. Ça fait 3 ans et demi qu'il est ministre des Terres et Forêts. Ça fait 6 ans que la population de la vallée demande une papeterie. Puis ça fait 3 ans et demi qu'il étudie, puis aujourd'hui, il nous dit « je ne sais pas ». Moi, je trouve c'est réellement rire de la population. Et qu'est-ce qu'il a fait lorsque moi, dans les 24 heures de mon assermentation comme ministre, j'ai été dans la vallée et j'ai signé la pétition dont le premier signataire est le député péquiste Léopold Marquis? Qu'est-ce qu'il a fait, M. Bérubé, parce que j'ai signé la pétition, lui et René Lévesque, ils m'ont empêché de l'avoir signé et pour avoir dit que je suis prêt à aller jusqu'à payer tout seul l'excédent que ça coûterait de l'installer là-bas, même si ça serait prohibitif, les coûts pour la protection de l'environnement. Et dire aujourd'hui, après 3 ans et demi à la population de la vallée, j'ai pas fini d'étudier, je trouve ça proprement incroyable. Jacques Auger, une question de Debaney. Oui, on va aborder un autre dossier régional qui est devenu un enjeu référendaire ici, c'est celle des îles de la Madeleine. Jusqu'à maintenant, le gouvernement fédéral a refusé de dévoiler si oui ou non il y aura subvention de 10 millions telle que demandée par le Québec. Or, les réticences du gouvernement étaient justifiées du côté fédéral par le fait qu'on disait s'il y a une mine de sel au Québec, éventuellement, il pourrait y avoir des pertes d'emplois en Ontario ou en Nouvelle-Écosse dans des mines existantes. Or, il y a une étude qui a été faite, un document de travail du MIR, du ministère de l'Expansion économique régionale, daté du 20 novembre, où on dit que, somme toute, ce qui pourrait arriver de pire, c'est qu'il y aurait une perte de 25 à 30 emplois, peut-être, en Nouvelle-Écosse. Et même ça n'est pas acquis, parce que si la Nouvelle-Écosse s'accapare le marché terre-neuvien, il n'y a pas de problème. Cet argument semblant devenu caduc, quels autres arguments pourraient faire que le gouvernement fédéral refuse une subvention à la mine de sel? Bon, ça, évidemment, c'est un argument, celui que chaque fois que je donne une subvention, que ça peut nuire à quelqu'un au Canada, ça, c'est un argument qui revient chaque fois que mon ministère donne une subvention. Pour vous donner un exemple, récemment, j'ai reçu toutes les compagnies sucrières qui se sont opposées férocement à ce que je donne quoi que ce soit à la raffinerie de Saint-Hilaire. Ils ne m'ont pas impressionné avec leurs arguments et j'ai donné la subvention à la raffinerie de sucre de Saint-Hilaire. Donc, ce n'est pas ça l'argument. À mon avis, les arguments fondamentaux et qui vont sous-tendre ma décision, je vais aller les expliquer moi-même aux Madelinots après le référendum. Mais j'ai tenu à leur dire, dès mon assermentation comme ministre, que quelle que soit la décision que je vais leur annoncer, qu'ils ne regretteront pas ce que je vais leur dire. Et voir avec quelle manière le Parti québécois a agi dans cette affaire-là, en même temps qu'il veut développer les mines de sel des îles de la Madeleine, le plus gros actionnaire de la mine concurrente, c'est Domtar. Le plus gros actionnaire dedans, c'est le gouvernement du Québec.
Et jamais, jamais une fois, la Caisse de dépôt, qui est le plus gros actionnaire dans ce dossier-là, n'a fait des pressions auprès de la Domtar qui, elle, vient me voir pour s'opposer au projet des milles. Mais ce qui est important que les Madelinots sachent, c'est que le temps que moi, je vais être ministre de l'expansion économique régionale, le temps que je vais être ministre de ce ministère-là, moi, je vais m'occuper des îles de la Madeleine et l'histoire retiendra qui aura fait le plus pour les îles de la Madeleine. Monsieur Bérubé. Oui, moi, je comprends M. Debanné. En fait, s'il défend trop le Québec, à ce moment-là, c'est son poste de ministre qui est en jeu au sein du gouvernement. Il faut qu'il convainque M. Gray, qui est ministre de l'Industrie et qui vient de l'Ontario. Il faut qu'il convainque M. McEachran, qui est ministre des Finances. Et c'est pas facile de convaincre un ministre des Finances quand il a un déficit aussi important que celui qu'il a présentement. Et finalement, la seule erreur qu'on fait, c'est de leur envoyer la moitié de nos impôts, puis d'espérer qu'ils nous en reviennent un peu. Parce que quand M. Debanné disait qu'il réaffirmait son hésitation parce qu'il ne faudrait pas qu'il s'agisse d'un simple transfert, moi, je lui montrerais des lettres du MIR que j'avais à l'époque de M. Lucien Métra, qui manifestait l'intérêt pour ce projet. Je lui montrerais également l'entente fédérale provinciale avec une enveloppe de 30,5 millions qui prévoyait ce projet et qui, à ce moment-là, avait anticipé donc l'investissement. Je pourrais également lui montrer des déclarations de M. McKay à l'effet que rien ne s'opposait à une subvention du MIR. Et 5 mois après que toutes ces études-là ont été faites, on attend toujours. Alors, on me parle de fonds de développement régional. Alors, quand on a un projet de développement régional, on se traîne les pieds pendant presque un an. Vous pourrez peut-être montrer vos lettres pendant le débat ouvert. Certainement, je suis convaincu. Ça me ferait plaisir de les lui montrer une à une. Alain Charbonneau. Oui, ma question pour M. Bérubé. Avant le déclenchement officiel de la campagne référendaire, M. Bérubé, le Parti québécois a publié un certain nombre de dossiers noirs sur ce qu'il jugeait être des insuffisances du système fédéral dans la région, entre autres les pêches maritimes et puis le transport. M. Bérubé, pour quelles raisons, finalement, là, au cours de cette campagne référendaire officielle comme telle, il n'y a eu aucune précision qui a été publiée par le gouvernement sur les conséquences en région de la souveraineté association. Quel impact pourrait avoir la souveraineté association? Ce serait d'autant plus intéressant à connaître que dans le livre blanc, qu'on dit un projet de société, il n'y a pas un mot sur le développement régional. Je pense que c'est assez évident que toute notre argumentation prouve que la souveraineté association est éminemment désirable. Lorsque on fait le dossier noir des pêcheries, on le fait parce qu'on constate que nous n'avons pas notre part. Lorsque on fait un dossier noir sur le sel des îles, on le fait parce que nous n'avons pas notre part. Je vous signalais tantôt, par exemple, qu'un projet comme le carbonate de sodium, ça ne vous surprend pas que ce soit le gouvernement du Québec qui soit le moteur, qui ait fait faire toutes les études, qui présentement ait confié ce dossier-là à une de nos sociétés, qui est avec un partenaire pour développer un projet absolument extraordinaire. Ça ne vous surprend pas que ce soit également Rexford qui travaille sur le projet de la vallée de la Matapédia, non pas le gouvernement fédéral. Ça ne vous surprend pas que, par exemple, ici, à Matane, les Cèdres Laurentiens sont en faillite. Bien, c'est la Banque fédérale de développement qui la met en faillite, alors que c'est Rexford qui est là à essayer de prendre le dossier. Regardez à Marsouilles, vous avez le même problème avec l'industrie forestière. À nouveau, c'est Rexford qui est derrière ça. Socim fait du forage dans la région de Percé. Socim fait de l'exploration minière dans le parc de Gaspésie. Or, jamais vous n'entendrez parler de Texas Gulf and Sulphur. Jamais vous n'entendrez parler de la Canadian Development Corporation ici en Gaspésie. En d'autres termes, ce que nous disons, c'est que nous payons une fois à Ottawa pour se donner des services de société qui pourraient assurer notre développement. Puis qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on attend toujours. Il faut repayer une deuxième fois à nos sociétés d'État à nous pour essayer de redémarrer le développement économique. À ce moment-là, si au lieu de gaspiller notre argent en l'envoyer à deux endroits, si au lieu de découper notre dollar en deux, on mettait les deux parties du dollar ensemble et qu'on les donnait à Québec, bien à ce moment-là, j'aurais 2 fois plus d'argent dans SOCIP, j'aurais 2 fois plus d'argent dans SOCEM, j'aurais 2 fois plus d'argent dans Rexford. Je ne serais pas obligé d'attendre après le ministère de l'Expansion économique régionale pour obtenir une subvention au sel des îles. Je ne serais pas obligé d'attendre après le ministère de l'Expansion économique régionale pour permettre à CIP à Matane de démarrer son projet, pour permettre à Québec North Shore d'investir 83 millions de dollars de l'autre côté du fleuve, pour permettre à New Richmond également de s'engager. En d'autres termes, je ne passerai pas mon temps à attendre. Une réplique, M. Debanné, là-dessus? Vous savez, un gouvernement s'exprime par son budget. Je regardais le dernier budget de M. Parizeau. Le dernier budget de M. Parizeau. Le Fonds de développement régional baisse d'environ 20 %. Le budget des pêches baisse également d'environ 20 %. M. Bérubé a le front de nous dire que lui fait plus dans la région. Laissez-moi lui rappeler que tous les travaux de sylviculture, tous les travaux de reboisement, tous les travaux forestiers dans la région, tous ces travaux-là se font en vertu d'une entente entre son ministère et le mien, et que je donne 60 % et lui 40 %. Dois-je lui rappeler
que mon ministère a donné des millions de dollars à toutes les petites entreprises de la Gaspésie. Exactement 219 pour créer des emplois dans le domaine manufacturier. Ils ont créé au-delà de 4500 emplois permanents. C'est dommage que ce sera maintenant la dernière, je m'excuse, M. Debanné, ce sera la dernière question avec nos journalistes, Jacques Auger et M. Debanné. M. Debanné, le gouvernement fédéral et les gouvernements des autres provinces ont fait savoir qu'il n'était pas question de négocier avec le gouvernement du Québec, s'il devait y avoir un oui majoritaire, de négocier la souveraineté association. Et l'argument principal de tout le monde, c'est de dire qu'ils n'ont pas le mandat. Et entre autres, le gouvernement fédéral, vous n'avez aucun mandat pour négocier la souveraineté association avec le Québec. Est-ce que vous, personnellement, seriez favorable à un référendum au Canada anglais qui permettrait de savoir si les Canadiens anglais veulent véritablement négocier avec les Québécois s'il devait y avoir un oui majoritaire au Québec? Remarquez que, peu importe mon opinion, évidemment, ce sera au reste du Canada à décider. Mais moi, ce que je vous dis, à mon humble point de vue, ni le Canada anglais, ni le Québec n'acceptera jamais pareille chose. Pourquoi? Du côté du Canada anglais, ils diront, écoutez, vous êtes le quart de la population canadienne, vous voulez sortir du Canada, et pour exercer ensuite sur le Canada, encore plus d'influence que lorsque vous étiez membre du Canada. Bon. Ou encore, comme le PQ le dit dans son livre blanc, il y aura une égalité juridique, mais une inégalité économique. C'est-à-dire que si un pays est 3 fois plus gros, 3 fois plus riche, il écrira la chanson, puis l'autre, évidemment, sera le haut-parleur. Ça, évidemment, c'est une possibilité qu'il pourrait facilement accepter. Mais pour le Québec, jamais, personnellement, comme Québécois, j'accepterais une chose pareille. Pourquoi? Parce que ce Québec indépendant, qui serait soudé à l'autre pays, chaque fois que je m'adresserai à mon président de la République, il me dira quoi? Il me dira, je ne peux rien décider. L'Assemblée nationale ne peut rien décider. Il faut aller demander la permission à l'autre pays. Pourquoi lui demander la permission? Dans tous les domaines importants, à commencer par la monnaie. La monnaie qui, elle, ne peut exister que si, évidemment, toutes les politiques économiques sont très, très harmonisées ensemble. Donc, ça serait, comme dit Léon Dion, qui n'est pas tant du tout pour nous, ça serait une souveraineté minimale, une souveraineté de papier, une souveraineté abîmée. Et moi, comme Québécois, je préfère de loin l'indépendance qu'être attaché à un autre pays qui prendra tous les jours les décisions, qui aura un droit de veto continuel sur mon destin. Et je dis, il n'y a personne, ni en Gaspésie, ni sur la Côte-Nord, ni aux îles de la Madeleine, ni dans la vallée, qui acceptera que tous les jours son destin soit décidé par quelqu'un d'un autre pays. Monsieur Bérubé. Ce qui me frappe présentement dans la réponse de M. Debanné, c'est que qu'est-ce qui se passe au Canada? Quand est-ce que nous avons quelque chose à dire sur la politique monétaire? Quand est-ce que nous avons quelque chose à dire sur les politiques économiques? Au contraire, c'est une longue plainte du Québec. On a 25-30 % de chômage en Gaspésie. Quand on demande aux Québécois quel est votre gouvernement, instinctivement, c'est 57 % des Québécois qui vous disent c'est Québec. C'est complètement l'inverse de ce qui se passe dans le reste du Canada. Ils se retournent vers Québec. Et là, Québec est obligé de leur dire, mais vous savez, le développement économique, c'est entre les mains d'une autre majorité. Ce sont eux qui décident et non pas nous. Et on est donc totalement dépendants. Ce que nous proposons à la place, c'est de dire, maintenons les liens économiques, maintenons le libre-échange, pas de frontières, la même monnaie, mais cependant, conservons le contrôle de nos lois, conservons le contrôle de nos institutions politiques et économiques, parce que ce sont les moyens les plus sûrs d'assurer notre développement économique, mais à ce moment-là, on le fait dans le cadre d'un contrat, d'un partnership. Alors, c'est terminé pour les questions des journalistes. Nous allons passer à la dernière partie de l'émission d'aujourd'hui. C'est le débat ouvert, messieurs. Vous venez d'entendre des questions des journalistes. Est-ce que vous avez des choses? Pour moi, si vous me permettez, au cœur de la stratégie du PQ, c'est de dire que nous ne recevons pas suffisamment d'Ottawa. Ça, c'est au cœur de la stratégie. Et en disant cela, évidemment, ils peuvent frapper sur tous les fronts. On ne reçoit pas suffisamment dans tel domaine, ni dans tel autre, ni dans tel autre. Agriculture, industrie, électronique, chimie, n'importe quoi. Et c'est ça, au fond, la stratégie. Mais toute cette stratégie tombe comme un château de cartes, évidemment, si l'on démontre que le gouvernement fédéral dépense beaucoup plus au Québec qu'il ne reçoit d'impôts. Or, M. Bérubé admet lui-même, et j'ai lu un de ses discours, que depuis 1974, le gouvernement fédéral a dépensé dans le Québec environ 10 milliards de plus qu'auparavant. Moi, je comprends un péquiste qui m'aurait dit, bien, écoute, le gouvernement fédéral ne dépense pas suffisamment au Québec, mais seulement pour la dernière année. C'est 4 milliards de plus. L'année avant, c'était 3 milliards de plus. Bon, est-ce que ça rend M. Bérubé moins indépendantiste? Pas du tout. Et si même maintenant le gouvernement fédéral dépensait 6 milliards de plus, comme la tendance est partie, ça les rend pas plus fédéralistes
ou moins indépendantistes. C'est pour montrer au fond que toute leur argumentation repose sur un château de cartes et M. Bérubé ne peut pas nier. Pas en regardant le passé, mais en regardant les dernières années où ils ont pris le pouvoir, le gouvernement fédéral a beaucoup plus investi qu'il n'a retiré d'impôts. M. Bérubé, vos chiffres, ils disent quoi, vous? C'est intéressant. J'ai devant moi, c'est un document déposé par M. Reynaud à l'Assemblée nationale qui nous donne le budget du Québec après l'indépendance en 1978. Et il dit qu'effectivement, le Québec aurait un déficit de 3,9 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on regarde ce que le Québec vote en impôts à Ottawa, on regarde les dépenses fédérales au Québec et on en tire la conclusion indéniable que nous avons reçu, si j'ai le chiffre exact, d'ailleurs, je ne conteste pas ces chiffres-là, je ne m'abuse pas à faire ça, je regarde simplement le déficit fédéral, c'est-à-dire 3 milliards 664 millions. Cependant, ce que, voyez-vous, mon collègue ne dit pas, c'est que Ottawa dépense plus au Canada qu'il ne reçoit des Canadiens. Pour une raison très simple. Il fait exactement comme n'importe quel citoyen qui dépense plus qu'il gagne. Il s'en va chez Household Finance ou une autre compagnie de finances et il emprunte. Pour emprunter, le Canada vend des obligations du Canada. Ces obligations, il les vend aux Québécois. Lorsque l'on tient compte du partage de la dette que les Québécois sont forcément obligés d'assumer, ce que l'on découvre, c'est que le très beau cadeau qu'Ottawa nous a donné, il l'a emprunté, puis il s'est servi de notre nom pour l'emprunter. Dans ces conditions-là, et pour vous donner les chiffres que M. Reynaud disait, il vous manquerait 3,9 milliards de dollars en ajoutant le déficit, ce qui ferait un déficit de 22 par rapport à vos recettes, un Québec souverain. Or, nous prenons le déficit du Canada la même année, exactement la même année, qu'il est de 11,3 milliards de dollars sur des recettes de 37 milliards, ce qui fait un déficit de 30 Est-ce que vous êtes en désaccord? Ce sont les mêmes chiffres. Évident, mais c'est évident. Alors, ce que je vous dis purement et simplement, c'est que le déficit du gouvernement fédéral pour nous accorder des services est supérieur au déficit que nous aurions encouru si nous avions donné les mêmes services, c'est-à-dire la péréquation, les subventions au pétrole, les pensions de vieillesse, les allocations familiales. Si nous avions donné tous les mêmes services, notre déficit aurait été de 22 alors que celui d'Ottawa est de 30 Ottawa nous donne plus que nous lui versons pour la seule et unique raison qu'il fait un énorme déficit. Nous allons laisser la parole maintenant, M. Debrun. Cela est complètement faux. Les Québécois participent pour 21 aux revenus du gouvernement fédéral. Et donc, ils participent pour 21 au remboursement des dettes du gouvernement fédéral. 21 qu'ils participent. Et ils reçoivent environ 28 à 29 des dépenses du gouvernement fédéral. Prenons le dernier budget de M. Parizeau. Toutes les taxes que M. Parizeau collecte au Québec pour l'année 80-81, c'est lui-même qui nous le dit dans son budget, c'est 10 milliards. En plus de 10 milliards, il reçoit 4 milliards d'Ottawa. Nous sommes rendus à 14 milliards. Et il fera un déficit de 2,4 milliards. Et moi, je dis que s'il va chercher à Ottawa tout ce que Ottawa collecte au Québec, il augmentera ses revenus de 70 et il augmentera son déficit de 150 parce que M. Bérubé ne le conteste pas. Depuis quelques années, et prenons la dernière année, le gouvernement fédéral a dépensé au Québec 4 milliards de plus que les impôts qu'il a perçus. Alors, peu importe toutes les machines à calculer de M. Bérubé, ça doit être d'une clarté aveuglante. Je le soumets très respectueusement. Monsieur, j'aimerais vous rappeler que c'est un débat ouvert. Vous pouvez intervenir. Oui, mais enfin, non, On peut-tu parler d'énergie? C'est sage quand même. Allons-y, parlons d'énergie. Monsieur le ministre de l'Énergie. Non, je n'ai pas terminé mon intervention, mais nous prendrons l'intervention. Très brièvement, monsieur. Ce qui est frappant dans l'intervention que l'on vient d'avoir présentement, c'est qu'on nous dit, plus le Québec est pauvre, moins le Québec se développe sur le plan économique. Plus il a des transferts à la pauvreté, péréquation de toutes sortes, et plus, à ce moment-là, le fédéralisme devient rentable. Ce que nous avons critiqué à propos du fédéralisme, c'est que nous n'avons jamais reçu notre part équitable du développement économique. Je ne prétends pas, moi, que nous ayons reçu plus ou moins. Lorsqu'on regarde les comptes économiques de l'argent que nous versons à Ottawa et que nous retirons d'Ottawa, il faut quand même le reconnaître que certaines années, nous en retirons 2, 3, 400 millions de plus. D'autres années, nous en avons perdu 2, 3, 4, 500 millions. Mais c'est à peine 1 du produit national brut. C'est impossible à chiffrer. Ce n'est pas là-dessus que porte notre attaque. Notre attaque porte sur le fait que le développement économique s'est fait ailleurs qu'au Québec, s'est fait par le biais de politiques fédérales. Et quand on
parlait de l'action du MIR, les chiffres que citait M. Lévesque sont des chiffres indéniables que même M. McKay a reconnus. Donc, je vois mal comment on peut réformer le fédéralisme si, à partir des injustices évidentes commises par le fédéralisme, on refuse même de les reconnaître pour essayer éventuellement de les changer. Donc, à la base, fondamentalement, ce qu'il ressort de cette opération-là, c'est que Ottawa nous a donné à peu près ce que nous avons versé. Si on prend une période de 20 ans, nous perdons. Si on prend les 4-5 dernières années, nous gagnons. S'il vous plaît, M. Bérubé, mais là-dessus. au total, ce n'est pas là-dessus que porte l'argument. L'argument porte essentiellement sur le fait qu'au niveau des dépenses créatrices d'emploi, nous sommes très perdants. Nous allons parler d'énergie, de Est-ce que pétrole. je peux lui répondre sur cette question-là? Peut-être brièvement. 30 secondes. Dépenses créatrices d'emploi. Ça veut dire que lorsque le gouvernement fédéral paye un de ses fonctionnaires au Québec, il crée de l'emploi. Mais lorsque le gouvernement fédéral donne de l'argent au Québec pour qu'il paye ses infirmières et tous ses hôpitaux et tout l'enseignement postsecondaire, etc., là, c'est le gouvernement du Québec qui crée l'emploi et non pas le gouvernement fédéral. Cela est manifestement absurde. Le 3/4 des paiements que le gouvernement du Canada fait au gouvernement du Québec, ce sont des paiements inconditionnels. Donc, le gouvernement du Québec peut les prendre pour faire ce qu'il veut avec. Oui, mais vous faites les mêmes paiements aux autres provinces, alors ça revient sur une base comparable. À ce moment-là, ce qu'il faut regarder, ce sont les dépenses créatrices d'emploi. Et là, c'est beaucoup plus évident. Je regrette. Alors, nous parlons énergie maintenant, entre autres de pétrole. Où se situent en ce moment les intérêts du Québec? On va laisser M. Debaney qui va sans doute nous faire son message. Alors, la situation, elle est très simple. Si le Québec avait été indépendant depuis 1974, le pétrole nous aurait coûté 9,6 milliards de plus depuis 1974 jusqu'à la fin de 1980. Voilà la situation. Et je ne comprends réellement pas comment. Même si d'autres ministres péquistes disent oui, au moins on doit reconnaître dans ce domaine-là, le gouvernement fédéral a fait quelque chose pour le Québec. Imaginez-vous que M. Bérubé, lui, nous reproche d'avoir subventionné le pétrole québécois pour faire en sorte, si demain, ce que M. Bérubé voulait se faisait, ça il l'a dit à plusieurs reprises, le coût pour chaque famille du Québec serait environ 1 200 $ de plus par année. Le gallon d'essence augmenterait de 57 sous. L'industrie des pâtes et papiers qu'il aime tant, ses coûts d'opération augmenteraient de 16 %. Le ciment d'environ 50 %. La production laitière environ 1 500 $ de plus par cultivateur. Alors voilà un exemple d'une clarté aveuglante où le fait de faire partie du Canada, ça a été largement bénéfique dans le domaine du pétrole. M. Bérubé, évidemment, ne croira pas ni ce que vous, ni ce que moi, nous constatons tous les jours, mais permettez-moi de lui rappeler que le rapport Bonin, que son gouvernement a payé, où ils ont pris des fonctionnaires pour leur demander « faites-nous une étude » contre le gouvernement fédéral, le rapport Bonin mentionne ce que vous savez aussi bien que moi, que cette politique pétrolière du gouvernement fédéral est largement bénéfique au Québec. Évidemment, M. Bérubé va dire « ça va s'épuiser, le pétrole canadien. » Disons-lui que le pétrole seulement albertain va durer encore pour 300 ans, que le pétrole de la mer de Beaufort va nous donner environ 4/5 de nos réserves, que celui de la côte de Terre-Neuve, également, d'ici quelques années, va produire plusieurs milliers de barils par jour. M. Bérubé. Oui. Voici la production canadienne telle que le National Energy Board la prévoit. J'ai 3 projections, je les ai teintes en vert. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons une diminution continuelle des prévisions de production de pétrole. Deuxièmement, lorsqu'on regarde même la réalité, parce que la réalité, elle est ici, est inférieure, on s'aperçoit que l'Office national de l'énergie a toujours tendance à être trop optimiste quant à la projection de la production de pétrole canadienne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Québec, comme les Maritimes, est au bout du tuyau. Et que lorsque la Saskatchewan s'est servie, lorsque le Manitoba s'est servi, lorsque l'Ontario s'est servi, eh bien, il ne reste plus de pétrole pour le Québec. La moitié du pétrole, et là, je reviendrai au prix tantôt, la moitié du pétrole nous vient de l'Alberta et l'autre moitié du pétrole nous vient des marchés internationaux, alors que dans les Maritimes, c'est 100 %. Et l'an dernier, les importations canadiennes qu'on pensait devoir être de 65 000 barils par jour ont été de 335 000 barils par jour. Ce qui veut dire que beaucoup plus rapidement qu'anticipé, le Québec ne pourra plus disposer de pétrole albertain. Donc, voici pour la sécurité d'approvisionnement. Un système politique ou un autre ne changerait absolument rien à la réalité des faits. Maintenant, allons au prix. Je pense que ce n'est certainement pas moi qui va nier que nous avons bénéficié d'une réduction de prix et que si l'Alberta veut nous céder son pétrole à moitié prix, eh bien, tant mieux.
nous allons en profiter. Puis je ne vois pas de raison pour laquelle on n'en profiterait pas pendant que la manne passe. Parce que lorsque nous regardons ce que nous recevons en trop de la Constitution actuelle, nous constatons que c'est égal aux subventions au pétrole. Ce qui fait que, pour l'instant, ça ne fait même pas compenser tout ce que nous avons perdu dans les années passées. Donc, pour l'instant, on n'a pas du tout mauvaise conscience. Au contraire, on l'encaisse. Cependant, lorsque je constate que M. Reynaud, qui était président du Conseil économique du Canada, nous dit qu'il faut revenir vers les prix internationaux. Lorsque je vois M. Hetherington, le président de Panatecol, une filiale du gouvernement fédéral, reconnaît qu'il faut que le Canada s'en aille vers les prix internationaux parce que présentement, les subventions au pétrole, le gouvernement fédéral est obligé d'emprunter pour les accorder. À ce moment-là, je me rends bien compte. Vous intervenir, M. Et finalement, je constate, ça ne sera pas très long, d'ailleurs, j'essaie de limiter mes interventions toujours en moins de 2 minutes. D'ailleurs, je constate, M. Debaney le fait aussi, c'est pour ça que le débat est très facile. Je constate que les fonctionnaires de M. Lalonde ont reconnu que ce n'est pas 4,50 $ l'augmentation du prix de baril qui était anticipée par les conservateurs, mais nous allons avoir quelque chose entre 7,21 $ et 10,24 $. Je vais vous demander, s'il vous plaît, total. de conclure sur ce sujet. 30 secondes chaque, M. Debaney, ensuite M. Bérubé. C'est extraordinaire. Il faut que M. Bérubé cite les présidents des compagnies qui veulent le prix international. Ce qu'il ne dit pas, c'est que nous avons été élus en disant, puis ça a été répété encore la semaine dernière par le ministre de l'Énergie, le prix du pétrole au Canada ne sera pas fixé par un cartel international sur lequel on n'a aucune prise. Le prix du pétrole au Canada va être fait au Canada en tenant compte des coûts d'exploitation. Or, les coûts d'exploitation, qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Parce que tantôt, M. Bérubé parlait du pétrole pas cher, qui lui, bien sûr, va disparaître. Mais dans les sables, nous en avons pour 300 ans. Et d'après nos calculs, ça devrait coûter 25 $ le baril à exploiter. Or, le prix international est déjà rendu à 40 $. M. Bérubé. En fait, le Québec aussi est riche en énergie. En aménageant nos rivières, actuellement, jusqu'en l'an 2000, c'est-à-dire au même rythme que l'Alberta va pouvoir aménager son sable bitumineux, nous aurons 60 000 mégawatts d'électricité. Or, pour produire 60 000 mégawatts d'électricité, par exemple, aux États-Unis ou dans les maritimes, il faut consommer 1,5 million de barils de pétrole par jour, c'est-à-dire plus que ne s'attend jamais à produire l'Alberta au meilleur de sa situation. Deuxièmement, je soulignerais que concernant les sables bitumineux, ayant travaillé comme consultant pour la société Shell au développement d'un gisement de sable bitumineux, je sais également que l'épaisseur du morse-terrain croît avec l'éloignement et que par conséquent, le coût d'exploitation des sables bitumineux, s'il est très bas le long de la rivière de l'Arthabasca, monte très rapidement. Or, très bas, c'est déjà de l'ordre de 30 à 35 $ le baril. En d'autres termes, essentiellement de l'ordre du prix international. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le gouvernement fédéral a introduit une politique de prix qui ne lui a rien coûté, lui a rapporté 600 millions $, mais qui s'est fait au détriment de l'Alberta, qui, dans à peu près 13 ans, aura besoin énormément de capital pour développer ses sables bitumineux, et à ce moment-là, ils n'auront pas les moyens. Bon, franchement, là, c'est réellement rire de la population. Le Québec, s'il devait demain matin payer le pétrole qu'il consomme, ça représenterait environ 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars. L'électricité que nous vendons aux États-Unis nous rapporte 200 millions. Et l'Hydro-Québec elle-même nous dit que si on harnache toutes les rivières du Québec, d'ici 1995, nous allons, nous, consommer toute cette électricité, nous en avons besoin. Et l'Hydro-Québec nous avertit qu'en 1995, il faut avoir construit au moins 2 centrales nucléaires. Parce qu'après avoir harnaché toutes les rivières, c'est nous qui allons consommer toute l'électricité, nous en avons besoin. Et donc, même si on la vendait, ça représenterait un prix ridicule par rapport, évidemment, à nos importations de pétrole. Inexact, puisque le potentiel hydroélectrique étant de l'équivalent de 1,5 million de barils de pétrole, la consommation québécoise n'est que 500 000 barils de pétrole. Mais de toute façon, vous niez que l'offre et la demande de l'hydroélectricité va s'équilibrer d'ici 10 ans. Il n'y a absolument rien qui change au niveau du référendum. Au moment d'un oui, nous nous engageons dans une négociation qui va nous permettre d'en arriver à un protocole d'entente pour le transfert graduellement des juridictions vers le Québec, ce qui veut dire que le changement politique dont on parle, c'est un changement politique qui va se produire dans à peu près 5 ou 6 ans. Or, moi, ce qui m'a toujours frappé avec le Parti libéral, c'est un parti extrêmement habile pour prendre le pouvoir et qui ne cherche finalement qu'à prendre le pouvoir et qui n'est pas vraiment plus intéressé que ça à dire vraiment la vérité aux gens. Quand M. Stanfield avait parlé de contrôle des prix et des salaires, M. Trudeau a battu en brèche la position de M. Stanfield. Un mois après, on avait le contrôle des prix et des salaires. Tout ce qui était important, c'était de mentir à l'électorat pour se faire élire. Après ça, on dit, dans 3-4 ans, ils auront oublié. La même chose avec le budget de M. Clark, qui était un budget épouvantable, et vous voyez M. McEachron nous sortir exactement le même budget. D'après vous, au lendemain du référendum,
quel sera le prix du pétrole? Quand les fonctionnaires, même de M. Lalonde, nous parlent de 7 à 10 $, c'est-à-dire 2 fois plus que ce que nous proposaient les conservateurs. En d'autres termes, il n'y a absolument rien à attendre du côté des prix de pétrole. En parlant d'imposture, M. Parizeau qui nous disait il y a 2 ans à peine, il faut réduire les dépenses, réduire les emprunts. En 3 ans, il aura emprunté 2 fois plus que M. Bourassa en l'espace de 6 ans. Dans son dernier budget, il dit « Je ne suis pas fier », et je le cite, il dit « Je ne suis pas fier que l'éducation ait rendu que ça coûte 500 $ de plus par étudiant au Québec qu'en Ontario. » Et ça, c'est M. Parizeau qui nous le dit, rendu à la fin de son administration. Lorsque je pense qu'il y a 2 ans, il nous avait dit qu'il allait tout faire pour stimuler la construction, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Elle est à peine la moitié de ce qu'elle était en 1976. On pourrait bien sûr parler de taux d'intérêt, mais cela est relativement nouveau. Je pourrais prendre chacun des indicateurs que le gouvernement péquiste nous avait promis qu'eux seraient des surhommes. Dans le domaine de la santé, ça coûte 30 % plus cher au Québec qu'en Ontario pour guérir un malade. Et quand ils se disent, eux, généreux, je leur rappelle que pour une famille pauvre qui est sur le bien-être social, pour son 4e enfant, tout ce que le gouvernement du Québec donne, c'est 2 $ de plus par mois. Puis ils osent nous dire qu'eux sont généreux et ont le cœur tendre. En parenthèse, en parlant de vol, je voudrais dire à M. Bérubé que j'ai envoyé au gouvernement du Québec 1 600 000 $ pour la ville de Port-Cartier. Vous avez remis à date seulement 800 000. Quand est-ce que l'autre 800 000 va être remis à la ville de Port-Cartier? Des exemples comme ça, je pourrais vous en donner à la tonne. Moi, ce qui me frappe dans l'intervention de M. Debaney, elle est regrettable, mais on l'entend souvent dans la bouche de beaucoup de fédéralistes, c'est le plus profond mépris pour les Québécois. On vous dit, par exemple, regardez, on est tout fiers, on est tout content de dire, regardez, il en coûte 500 $ de plus pour éduquer des enfants au Québec. Vous, les super compétents. Évidemment, on ne tient pas compte d'une chose, d'une différence fondamentale. C'est qu'au Québec, par rapport à l'Ontario, il y a un syndicat qui négocie à l'échelle du Québec et qui est en bien meilleure inventé par M. Parizeau, ça. Qui est en bien meilleure posture pour négocier des conditions de travail, des conditions de qualité de l'enseignement que l'on est capable en Ontario où il y a des unités morcelées municipalité par municipalité. C'est ce qui explique pourquoi la charge d'enseignement est plus faible au Québec, c'est ce qui explique pourquoi les services accordés aux élèves sont supérieurs au Québec et c'est ce qui explique pourquoi ça nous coûte plus cher. Peut-être que cela nous coûte trop cher, mais plutôt que d'utiliser un ton méprisant vis-à-vis des Québécois, et c'est continuellement le ton que l'on entend chez les fédéralistes. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable. On est une bande d'insignifiants. On n'a pas les talents nécessaires. On a toujours le don de mépriser la capacité des Québécois à bâtir. Et ça, c'est parce que c'est l'attitude hautaine de nos